Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur l'émission En marchant sur les traces des poilus, aujourd'hui consacrée à la tranchée des baïonnettes. Cette tranchée des baïonnettes qui fit parler d'elle dernièrement, puisque finalement la réalité devient un mythe, voire une légende. Avant de poursuivre sur le pourquoi de la tranchée des baïonnettes, ce fut le premier monument construit sur le champ de bataille de Verdun, inauguré par le président Alexandre Millerand le 20 décembre 1920. Cette construction, derrière moi, est due à un mécène américain, un riche banquier du nom de George Tyrrand, qui est venu ici sur le champ de bataille dès 1919. Et quand il a vu le bouleversement du terrain et les trous d'obus, les vestiges donc de cette fameuse bataille qui dura pratiquement 10 mois, il s'est ému de savoir qu'ici, derrière moi, des soldats inconnus furent enterrés dans une tranchée, due à des bombardements effroyables qui se sont déroulés le 12 juin 1916. La porte que nous traversons actuellement est l'œuvre d'Edgar Brandt, celui-même qui construit sous l'Arc de Triomphe le système en ferronnerie de la flamme du soldat inconnu en 1923. Nous poursuivons donc vers le monument dédié vraiment à la tranchée des baïonnettes qui se trouve ici face à moi, qui est une sorte de bunker en béton qui recouvre une tranchée où reposent 7 soldats inconnus. L'histoire de cette fameuse tranchée désormais. Il faut remonter au 9 juin 1916, lorsque le 137e régiment d'infanterie, en repos à la citadelle, reçoit comme mission de se porter ici sur le secteur de Thiourmont, de la ferme de Thiourmont. La ferme de Thiourmont, si vous voulez, pour la situer, c'est un peu le presbytère qui se trouve en face de l'abri des pèlerins. Voilà. Car à cette époque, les Allemands, après avoir vaincu le fort de Vaux, continuent leur lancée, leur poussée, pour essayer de conquérir une ligne qui leur est importante, l'ouvrage de Thiourmont, situé en gros à 1 km d'ici, la ligne de crête sur Fleury qui allait jusque Souville. Une fois cette ligne de crête franchie, c'était l'assaut sur Verdun. Plus rien ne pouvait retenir les Allemands. C'est pour ça qu'ils avaient à cœur de franchir cet obstacle de la ferme de Thiourmont qui était encore tenue par les troupes françaises. Ce 137e régiment de ligne, comme on dit à l'époque, régiment d'infanterie, donc reçoit la mission le 9 juin à l'aube de venir ici renforcer et relever des troupes françaises, disons, très fatiguées, pratiquement aussi exterminées par les bombardements allemands. Le 137e de ligne est aux ordres du lieutenant-colonel Gauthier qui installe ses hommes dans le secteur ici du Bois-Morcher face au ravin de la Dame qui est juste en dessous de moi. Alors, les Allemands vont sans doute redoubler d'intensité dans leurs assauts et dans leurs bombardements d'artillerie, à tel point que 2 bataillons du 137e régiment de ligne, dès le 10 juin 1916, vont se retrouver pratiquement décimés. Alors le 11 juin, la bataille de ce secteur continue malgré l'intensité offensive allemande et les bataillons donc commandés par le commandant Genet et Dreux résistent du mieux qu'ils peuvent, réorganisent même la défense du secteur et évitent bien sûr de se rendre pour l'instant. Le 12 juin vers 6 heures, les Allemands, l'artillerie allemande redouble d'intensité et pendant 10 heures va pilonner tout le secteur. À ce moment-là, les 2 bataillons qui se trouvent ici même dans ce secteur, les bataillons Genet et Dreux finalement, donc, vont perdre, si vous voulez, beaucoup d'hommes
il va y avoir moult blessés et ils vont tomber à court de munitions. Que faire? On ne peut plus tenir la position, alors la résistance va s'arrêter et les 2 bataillons, dont 60 hommes restent, vont se rendre aux Allemands. Et quand ils vont quitter les tranchées du secteur, ils vont laisser quoi? Eh bien, ils vont laisser leurs amis couchés dans cette tranchée en positionnant les fusils debout pour signaler la présence des leurs. Et ils vont bien sûr être faits prisonniers par les Allemands. Ça, si vous voulez, c'est la réalité donc de l'affaire de la tranchée des baïonnettes, qui au départ s'appelait la tranchée des fusils. On ne parlait pas de baïonnettes, car il est de coutume dans l'armée, pour signaler la présence de corps, soit de retourner le fusil comme le faisaient les Américains, baïonnettes plantées au sol, et les Français, eux, avaient coutume de mettre leurs armes, disons, debout, crosse en terre. C'est ce qui s'est passé ici. Voilà. Alors la légende commencera dès 1920 de cette fameuse tranchée des baïonnettes, soi-disant que les soldats ont été enterrés vivants par les bombardements. Alors on en vient, si vous voulez, à bousculer la vérité vraie, car eux-mêmes, les rescapés du 137e régiment d'infanterie, refutaient cette idée de légende. Ça ne s'était pas vraiment passé comme la légende laissait croire depuis des années et des années. Comment est née cette légende? Tout simplement par l'aumônier Louis Ratier, l'aumônier du 137e régiment d'infanterie, qui est revenu sur les lieux dès 1919. Et en revenant sur les lieux, il aperçoit des tiges blanches donc sortir de terre. C'était les fameuses baïonnettes. Et il s'est dit que là, eh bien, que ces tiges blanches étaient tenues par des soldats français debout, ensevelis vivants, alors qu'il a fait courir ce bruit entièrement faux. La vérité explosera après, c'est le cas de le dire, avec le lieutenant Poliment du 137e régiment d'infanterie qui a combattu dans ce secteur et qui démentira la légende tenue par l'aumônier Ratier. Mais comme la légende était belle, le lieutenant Poliment fera en sorte malgré tout d'avoir dénoncé cette vérité, que la légende reprenne le dessus, car il n'y a pas de plus belle légende que d'engendrer de l'héroïsme dans des endroits où les poilus donc furent blessés, furent tués et résistèrent vaillamment à l'ennemi, où ils ont vraiment souffert. Alors, il va y avoir des fouilles dès 1920, début 1920, des fouilles faites par des Indochinois d'ailleurs ici, et qu'ils vont après avoir recreusé les tranchées existantes, découvrir des corps. Il y aura en gros une quarantaine de corps de découverts. Sur ces 40 corps de découverts, donc 21 seront identifiés. Sur les 21 identifiés, il y en aura 14 donc d'inhumés dans le cimetière provisoire militaire de Fleury. Ensuite, ils seront transférés à la nécropole nationale de Fleury et les 7 soldats qui n'ont pas été, disons, identifiés seront réinhumés alors à l'endroit même où ils ont été découverts, ici, sous ce bloc de béton. Voilà. Ainsi naît la tranchée des baïonnettes. Donc, le monument, dont l'architecture est assez conséquente, où le poids du béton, j'ai l'impression que ce poids étouffe les soldats inhumés en dessous, eh bien cet architecte, nous l'avons vu dans une précédente émission, il s'appelle André Ventre, celui-là même qui restructura la cathédrale de Verdun de 1919 à 1935. Voilà. Alors c'est le premier, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier monument édifié sur le champ de bataille de Verdun.
comme je vous ai dit dans le début de mon propos, que cette tranchée ne s'appelait pas la tranchée des baïonnettes, mais la tranchée des fusils, par les fusils donc mis debout pour signaler la présence de corps de soldats enterrés ici, à cet endroit. Alors elle est devenue tranchée des baïonnettes après que quelqu'un ait eu l'idée d'accrocher des baïonnettes, donc aux fusils dans un premier temps, et après avoir prélevé les fusils, au fur et à mesure du fil de temps qui s'écoule, de mettre des baïonnettes debout. Mais ces baïonnettes firent la joie de certains au détriment, disons, de la mémoire des gens qui sont restés ici. À tel point que finalement, au fur et à mesure que les ajouts de baïonnettes prenaient corps, il y avait beaucoup de vols. Donc, ces vols, ça ne dure qu'un temps, et on a fini finalement par ne plus mettre de baïonnettes, donc à l'endroit exact où les corps reposent. Bien, maintenant nous nous dirigeons vers le monument, disons la stèle, érigée à la mémoire du 137e régiment d'infanterie qui combattit en ces lieux. Alors on peut voir sur la plaque que la légende continue, puisqu'il est indiqué « Monument élevé à la gloire des soldats du 137e régiment d'infanterie, prêts à l'attaque, ensevelis, fusil en main, dans leurs tranchées actuellement recouvertes par le monument de la tranchée des baïonnettes. » Voilà. Donc ça corrobore un peu ce que je vous ai dit auparavant, que cette légende continue à prendre corps. Alors que chacun sait, lorsqu'un bombardement intense, inouï comme ici fut le cas, que les tranchées sont bouleversées, que les corps sont déchiquetés et que finalement les gens ne peuvent pas vraiment être enterrés vivants, debout, côte à côte, disons, comme c'est indiqué. Voilà. Et ça a été démenti par un écrivain français qui a écrit un livre qui s'appelle « Témoin » et qui finalement bouscule les idées reçues sur cette fameuse tranchée des baïonnettes. Alors cette tranchée des baïonnettes, légende ou réalité? Je vous laisse le choix, libre à vous de penser si c'est une légende ou si c'est vraiment la réalité telle définie par le lieutenant Polimon.